À la une de cette édition du journal, les négociations entre la RDC et les États-Unis ainsi que le Rwanda semblent s'enliser davantage. Toujours pas de compromis trouvé. Les USA ont exhorté Kigali à retirer ses troupes du sol congolais avant la signature de tout accord de paix ou économique. Où en est-on avec ce deal? Élément de réponse dans ce journal. Et on va revenir sur la question orale d'un élu national adressé à la fois au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour de cassation sur un présumé détournement des fonds au sein du pouvoir judiciaire. Qu'en est-il exactement? Ce moyen de contrôle est-il réglementaire? Nous serons en ligne avec le député en question. Et puis ce drame en Inde, un avion d'Air India à destination de Londres transportant 242 personnes s'est écrasé ce jeudi à proximité de la ville d'Ahmedabad dans l'ouest de l'Inde. Parmi les personnes qui étaient à bord figuraient 169 Indiens ainsi que 53 Britanniques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré la nouvelle aérogare modulaire de Kolwezi, la caserne des pompiers ainsi que l'échangeur routier de Kolwezi. C'était lors d'une cérémonie organisée mercredi à l'aéroport de Kolwezi en présence de plusieurs personnalités du pays, notamment la première ministre, chef du gouvernement et les membres de son gouvernement, y compris la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. C'est la série d'inauguration qu'effectue le chef de l'État se fait en parallèle de la conférence des gouverneurs qui est censée se clôturer ce vendredi. L'aérogare modulaire de Kolwezi est enfin opérationnelle. La cérémonie inaugurale de ces bijoux architecturaux de la province est intervenue ce mercredi 11 juin 2025. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement coupé le ruban symbolique en présence de la première ministre, quelques membres de son gouvernement, du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, du directeur général de la Régie des voies aériennes, ainsi que d'autres personnalités du pays. C'est une première en RDC d'avoir une aérogare modulaire des standards internationaux dotée d'une passerelle d'embarquement pour passagers, une fierté pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Avec une superficie de près de 10 000 mètres carrés, cette aérogare à 2 niveaux symbolise l'ouverture de Kolwezi au monde. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État. L'aéroport de Kolwezi est doté d'une caserne d'anti-incendie nouvellement construite. Les directeurs généraux des entreprises ayant exécuté les travaux ont remercié les chefs de l'État et la gouverneure pour avoir placé la confiance aux jeunes entrepreneurs locaux qui matérialisent avec succès ces projets. Le directeur général de la Régie des voies aériennes a quant à lui réaffirmé la volonté du président de la République à développer les réseaux aériens. L'ouverture de cette aérogare modulaire de Kolwezi va davantage booster l'économie de la province. Allocution finie, place à la coupure des ribbons symboliques par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, c'est l'aérogare modulaire de Kolwezi qui a été inauguré en premier, suivi de la caserne d'anti-incendie, puis l'échangeur routier de Kolwezi qui vient d'être livré aux usagers. Le président de la République s'est montré satisfait de la qualité de ces ouvrages qui changent totalement l'image de la province du Lualaba. De l'actualité également, je le disais au sommaire, où en est-on avec les négociations d'un côté la RDC et le Rwanda et de l'autre côté les États-Unis d'Amérique? Les délégations devront reprendre ou relancer dans quelques jours les pourparlers de paix pour tenter de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Mais le gouvernement de la RDC a posé comme condition le retrait des troupes rwandaises sur le territoire national congolais, une position qui serait soutenue par les
les États-Unis. En même temps, à Doha, Kinshasa négocie avec les rebelles du M23. État des lieux de toute cette situation dans ce commentaire de Jean-David Kilolo. Un nouveau chapitre semble s'ouvrir dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après l'échec du premier projet d'accord de paix, resté sans effet concret sur le terrain, les deux pays travaillent actuellement à l'élaboration d'un second document. Ce processus diplomatique discret mais crucial vise à apaiser les tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'un conflit meurtrier depuis des années. Selon des sources proches du dossier, la signature de ces seconds accords dépend de plusieurs conditions non négligeables fixées par les autorités congolaises. La première et la plus importante concerne les retraits total, immédiat et sans condition des troupes rwandaises du territoire congolais, y compris leurs armes et équipements. Kinshasa insiste sur ces points qu'il considère comme un préalable absolu à tout engagement bilatéral. Autre point majeur, c'est la levée de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et Ituri, instaurée en mai 2021, pour tenter de freiner l'avancée des groupes armés. Cette mesure d'exception régulièrement prolongée a été critiquée pour son inefficacité limitée et ses effets sur les libertés publiques. Sa suppression est envisagée comme un geste d'ouverture pouvant accompagner une désescalade militaire. Mais un autre dossier pèse lourdement sur ces discussions. Le cessez-le-feu entre Kinshasa et les mouvements rebelles du M23 en cours de négociations à Doha. Tant que cet accord n'est pas finalisé, aucune avancée concrète avec Kigali ne semble envisageable. Le M23, considéré par Kinshasa tenu militairement par le Rwanda, c'est que Kigali nie reste au cœur des tensions entre les deux pays. Enfin, la question des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, qui reste un élément clé du futur accord entre Kinshasa et Kigali, sont appelés à travailler ensemble de manière transparente et coordonnée pour localiser, évaluer et démanteler ce groupe armé hostile au régime rwandais, installé depuis des décennies dans l'est du pays. Ces points déjà présents dans les précédents engagements n'a jamais été pleinement mis en œuvre. Ce nouveau processus de paix témoigne d'une volonté, du moins sur le plan diplomatique, de rompre avec les cycles des affrontements et des méfiances mutuelles. Toutefois, les obstacles restent nombreux et la méfiance demeure palpable entre les deux capitales. Reste à savoir si ce second accord pourra enfin poser les bases d'un véritable apaisement régional ou s'il viendra s'ajouter à la longue liste des engagements sans lendemain. L'opinion publique en République démocratique du Congo comme au Rwanda observe ces tractations avec prudence, conscience que seule une volonté politique forte associée à des actes concrets sur le terrain pourra conduire à une paix durable. Et toujours dans le même chapitre, malgré le statu quo des part et d'autre dans le conflit dans l'est du pays, les crimes continuent à être perpétrés, surtout dans les zones sous occupation. Les MSF a alerté sur les cas des viols des femmes dans leur propre maison et même des déplacés de guerre. L'organisation non gouvernementale a appelé le gouvernement congolais à la prise en charge des victimes dans la panoplie des solutions à apporter à la crise pour surtout sauver des vies et rendre la dignité à ces femmes. Commentaire de Nathan Diamouete. Depuis l'occupation des Goma et Bukavu, deux principales villes de la partie orientale de la République démocratique du Congo, par les rebelles du M23 FC appuyés par le RDF, la situation des violences sexuelles est devenue très préoccupante et aiguë, selon une alerte de MSF qui appelle à une prise en charge maximale des victimes. Pour cette ONG, les zones sous occupation des rebelles demeurent le foyer des violences sexuelles perpétrées par des hommes en uniforme sous la menace d'armes. Dans son compte rendu, le MSF a raconté comment des femmes ont été prises pour cible par des hommes armés qui pénètrent tard dans les maisons, comme les cas d'une dame nommée Nacha, dont la maison a été visitée par les rebelles. Les femmes déplacées des guerres sont aussi des victimes, privilégiées même, rapporte MSF.
Selon un bilan des MSF, au moins 7400 personnes à Goma et 2400 à Bukavu et 700 au territoire des Calais et Uvira ont été soignés entre janvier et avril 2025. Par ailleurs, ces actes ignobles ne sont pas sans conséquences sociales et psychologiques sur les victimes. Isolement et marginalisation, honte et culpabilité, rejet, perte de confiance en soi. Face à cette détérioration de la situation, un appel urgent est lancé, d'une part à maximiser les efforts humanitaires et à replacer la prise en charge des victimes au cœur des priorités, mais aussi aux différents acteurs impliqués dans les conflits à s'impliquer davantage pour une paix rapide et durable. Et le secteur judiciaire congolais est à nouveau au cœur des polémiques. Le président de la Cour de cassation ainsi que celui de la Cour constitutionnelle sont attendus à l'Assemblée nationale en cause un présumé détournement d'argent destiné notamment aux magistrats. Une question orale avec débat a été écrite l'année passée. Elle est de nouveau adressée à la Cour de cassation par l'élu de Fizi, le député national Janvier, appelé C. Nibois. Il est en ligne avec moi pour en parler justement. Bonjour monsieur le député national. Quel est le motif ou le mobile de votre question orale avec débat sur la gestion d'un supposé montant de 7 millions de dollars qui semble sans suite destiné aux nouveaux magistrats? Dans cette question, il s'agit d'une problématique relative à l'utilisation des 70 milliards de francs congolais, soit 25 millions, qui ont été donnés au profit aux magistrats qui devaient être nommés en 2024. Et comme selon le ministre du budget, à qui j'avais adressé une question écrite et qui m'avait répondu, et qui avait soutenu que, faute d'un acte de nomination, ces montants, c'est-à-dire cette allocation, avait été réorienté pour ajuster les salaires des magistrats en fonction en 2024. Et donc, pour moi, la pertinence de cette question orale avec débat est de savoir est-ce que le premier président de la Cour de cassation, qui est l'ordonnateur des gestions de la finance du Conseil supérieur de la magistrature, a-t-il droit de décider de lui-même, de réorienter ce montant sans l'aval du Parlement? Parce que nous, il ne faut pas oublier, il y a parfois, nous votons les projets de loi rectificatives, parce qu'il y a certains magistrats, il faut le dire, qui soutiennent qu'ils n'ont jamais vu cette augmentation-ci. Alors, comme je suis un parlementaire, et que l'article 42 de cette même loi que j'avais évoquée, de la loi organisant le Conseil supérieur de la magistrature, nous donne à nous, les parlementaires, c'est-à-dire à nous, le Parlement, de faire les contrôles financiers du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, nous voudrons juste savoir la réalité ou la transparence dans la gestion de ces fonds qui ont été alloués au Conseil supérieur de la magistrature. C'est tout ce que nous voulons savoir. Merci beaucoup pour cette précision. Il s'agit plutôt de 25 millions de dollars, comme vous venez de le dire tantôt. Mais est-ce que les éléments à votre disposition prouvent exactement qu'il s'agit d'un détournement? Bon, je ne peux pas actuellement dire s'il s'agit de ça, ce que vous appelez détournement, mais nous voulons juste avoir d'abord les explications. Parce que vous savez, j'avais adressé, comme je le disais, une question orale avec une question écrite. Le ministre du budget m'avait donné sa position. Et comme lui, il est l'ordonnateur, le premier président du Conseil supérieur, le premier président de la Cour de cassation, à qui j'ai adressé cette question, après l'avis des titres, après l'avis du bureau des titres, il pourra venir s'exprimer pour savoir exactement si ce qu'avait soutenu les ministres du budget était vrai, c'est fini. Je vous dis que la première question a été déposée et je l'avais adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est d'office, comme je le disais, le président de la Cour de la Cour constitutionnelle. On va me dire, non, cette question devait être adressée au premier président de la Cour de cassation. Et qui m'avait dit ça? C'est le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je venais de faire. Donc, je ne crois pas qu'on va après me dire, par ce même bureau qui m'a dit d'intégrer cette remarque, que non, l'avis
est défavorable. Je ne crois pas, parce que c'est le même bureau qui m'a orienté comme ça. Et c'est ce que je viens de faire. Merci beaucoup, monsieur le député national. Et toujours dans le secteur judiciaire, poursuite ce jeudi des procès en flagrance des présumés braqueurs armés à Kinshasa devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, accompagné du bourgmestre de Lemba et d'autres responsables, avait assisté hier jeudi à ce procès. Sur les 3 prévenus impliqués dans ce braquage, seul un accusé s'était présenté hier à la barre. À la suite de la concertation entre les conseils supérieurs de la magistrature et les vice-ministres de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, le premier groupe de bandits à main armée arrêté grâce à la vigilance de la population a eu lieu ce mercredi 11 juin 2025. Une joie immense pour la population qui remercie le président de la République qui a tapé le poing sur la table pour en finir avec ces fléaux. Les condamnés seront envoyés dans des prisons éloignées de Kinshasa de demain. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance car l'opération continue. La ville de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gang, avait prévenu Samuel Mbemba en demandant à ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité d'arrêter immédiatement. Et l'Assemblée provinciale de Kinshasa a poursuivi mercredi l'examen de la question des démolitions des constructions qualifiées d'anarchiques dans plusieurs quartiers de la capitale. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Alain Chilungu, a été interpellé par le député Guilain Poungu sur cette problématique. Lors de cette séance plénière, présidée par la vice-présidente Germaine Chinyamba, le ministre a été amené à clarifier les procédures entourant les opérations de démolition menées par les autorités urbaines. La séance plénière d'aujourd'hui est une continuation de celle mercredi 4 juin, au cours de laquelle l'Assemblée plénière avait suspendu l'audition de la question d'actualité adressée au ministre provincial des Infrastructures et des Travaux publics. Concernant les indemnisations, Chilunga a affirmé que les constructions ciblées, jugées toutes irrégulières, n'auront droit à aucune compensation. Cette position a suscité des inquiétudes, notamment de la part des victimes, qui ont évoqué des préavis de 48 heures avant les démolitions. Le ministre a expliqué que des délais légaux sont respectés, insistant sur la transparence des actions entreprises, mais a souligné l'importance de protéger la population par la loi. La gare ferroviaire de Kitambo est une propriété exclusive de l'ONATRA. Le conseil d'administration de l'ONATRA s'est réuni pour pouvoir récupérer cette gare ferroviaire et s'attaquer à tous les spoliateurs. Ce conseil a fait appel à la ville de Kinshasa, puisque la ville de Kinshasa a ses devoirs et ses défis de pouvoir aider avec la mobilité urbaine. C'est sur base de ça que l'ONATRA et la ville de Kinshasa se sont réunis pour pouvoir récupérer la gare ferroviaire de Kitambo. Il a également reconnu les résistances rencontrées sur le terrain liées à une méfiance envers l'autorité publique. Pour remédier à cela, il a plaidé pour une mobilisation collective impliquant les députés provinciaux afin de renforcer la confiance et l'adhésion des populations concernées. Et toujours à Kinshasa, le ministre provincial a à nouveau rétro-pédalé concernant les mesures restrictives des circulations pour lutter contre les embouteillages dans la capitale. Il vient d'autoriser les véhicules de plus de 20 tonnes de pouvoir circuler pour des besoins d'entretien ou des réparations et des livraisons des biens selon l'horaire ci-après de 10h à 15h et de 22h à 5h du matin. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique, particulièrement les opérateurs du secteur de transport et de la logistique, qu'une réunion d'évaluation de mesures rigoureuses relatives à la restriction des horaires de circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus a été tenue le 10 juin 2025 en conséquence, et afin de concilier les impératifs de mobilité urbaine avec des besoins essentiels de la population, il a été décidé de réaménager les horaires de circulation des livraisons des biens par ces véhicules conformément aux dispositions de l'arrêté numéro SC/2025
GVK/GVK/GNM/2022 du 14 octobre 2022 modifiant et complétant l'arrêté du numéro SC/ZO9-4/BGV/MIN/TJSL/DMN/PLS/2004 portant réglementation relative à la circulation de véhicules de 20 tonnes ou plus dans la ville de Kinshasa. À cet effet, il est porté à la connaissance de tous ce qui suit. Les véhicules de 20 tonnes ou plus sont autorisés à circuler dans la ville de Kinshasa pour besoin d'entretien ou de réparation et de livraison des biens suivant l'horaire ci-après. De 10h juste à 15h juste, de 22h juste à 5h juste. Les véhicules de tonnage sous-évoqués entrant dans la ville de Kinshasa ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique. Un dispositif de coordination est mis en place en collaboration avec la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, afin de garantir la fluidité de la circulation de véhicules de 20 tonnes ou plus, suivant l'horaire ci-dessous, et garantir la liberté de livraison, le tout dans le respect de la sécurité publique et ce, dans le strict respect du nouveau code de la route. L'exécutif provincial rappelle que les forces de l'ordre, la police de circulation routière ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du ministère provincial de Transport et Mobilité urbaine sont instruits pour assurer l'application stricte et sans complaisance de cette décision. La présente mesure entre en vigueur de sa signature et sera exécutée sans délai. Et cette actualité, avant de passer à l'international, la cellule permanente d'alerte et d'urgence, la CPAU, bras opérationnel du ministère de l'Intérieur et Sécurité, en charge de la coordination des structures impliquées dans la gestion des catastrophes, informe l'opinion publique que, à ce jour, aucune indemnisation directe n'a encore été effectuée. Le processus de sortie de crise est en cours et se déroule dans un cadre officiel et structuré, inclusive, transparente pour la coordination technique. Le CPAU reste disponible pour toute demande d'information de la part des médias et des personnes de bonne foi. La CPAU plutôt. Et enfin, c'était après son décollage qu'un avion, un Boeing 787 de la société Air India à destination de Londres, transportant à peu près 242 personnes, s'est écrasé ce jeudi à proximité de la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. Parmi les personnes qui étaient à bord figuraient 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien, selon la compagnie aérienne indienne. Aucune confirmation officielle n'a été communiquée concernant l'origine du crash ou le nombre exact des victimes. Détail dans ce récit. Une colonne de fumée noire, la ville d'Ahmedabad en Inde a été le théâtre ce jeudi d'une catastrophe aérienne. Crash d'avion dans une zone habitée, une information confirmée par la suite par la compagnie Air India qui a précisé que l'avion dirigeait vers Londres en provenance d'Ahmedabad. Parmi les 242 passagers et membres d'équipage à bord, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien. Selon les premières informations, l'appareil s'est écrasé peu après son décollage hors du périmètre de l'aéroport. Une source parmi les secouristes a rapporté la découverte d'au moins 30 corps dans un immeuble à proximité du lieu du crash. L'appareil est le premier modèle de la série développée par le constructeur aéronautique américain. Rappelons que les derniers accidents d'avion dans les pays remontent à 2010 quand un avion de la compagnie Air India en provenance de Dubaï s'est écrasé à l'atterrissage à Mangalore dans les sud de l'Inde, faisant 158 morts, tandis que 8 personnes ont réussi à s'extraire des décombres de la Carling. Place au rappel des titres de ce journal à présent. Les négociations entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda semblent s'enliser davantage. Toujours pas de compromis trouvé. Les USA ont exhorté Kigali à retirer ses troupes du sol congolais avant la signature de tout accord de paix ou économique. Où en étant avec ce deal? Vous avez suivi le commentaire de Jean-David Kilolo dans ce journal.
La question orale d'un élu national adressée à la fois au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour de cassation sur un présumé détournement des fonds au sein du pouvoir judiciaire continue de faire polémique. Qu'en est-il exactement? Ce moyen de contrôle est-il réglementaire? Le député national a répondu à nos questions dans ce journal également. Et ce drame en Inde, un avion d'Air India à destination de Londres transportant 242 personnes s'est écrasé jeudi à proximité de la ville d'Ahmedabad dans l'ouest de l'Inde. Parmi les personnes qui étaient à bord figuraient 169 Indiens et 53 Britanniques. On va rester ensemble cette fois pour la lecture des journaux dans la revue de presse. Il est là à son poste ce jeudi, Moïse Chamala, pour commenter et décrypter les titres phares qui ont fait la une de nos médias et des médias internationaux. Bonjour, bienvenue à toi, cher Moïse. Merci Gaëtan et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Un seul sujet, mais long sujet. La presse congolaise de ce jeudi a jeté un éclairage sur une initiative diplomatique majeure portée par Washington, la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, conditionné, justement, ça c'est récent, par le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Tout à fait, Gaëtan Kouba-Bouranzi, si la RDC n'a pas pu obtenir les bénéfices liés à la résolution 2773 qui exigeait les retraits de toutes les troupes étrangères du sol congolais, à travers cet accord entre la RDC et les États-Unis, le gouvernement congolais risque de trouver gain de cause. Commençons avec cette une du quotidien Info 27 qui titre « Accord RDC-Rwanda, l'administration Trump met la pression sur Kigali pour un retrait militaire ». Gaëtan Kouba-Bouranzi, d'après Info 27, les Rwandais est de plus en plus isolés, continue de s'abriter derrière une rhétorique sécuritaire que la communauté internationale juge désormais obsolète. Les médias révèlent qu'un projet diplomatique américain obtenu par l'agence Reuters est validé par plusieurs sources au sein du département des opérations des paix. L'ONU qualifie la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC comme un obstacle majeur à la stabilité régionale. Actualité.cd souligne que ce constat est partagé par les groupes des experts de l'ONU sur la RDC dont les rapports accablants incriminent Kigali pour son soutien actif au M23, un groupe rebelle qui déstabilise la région. Dans ces climats tendus, Washington, avec l'appui discret de l'Union européenne et des États du Golfe, entendent imposer un désengagement militaire rwandais sous haute surveillance grâce à des mécanismes internationaux de vérification. Gaëtan Kouba-Bouranzi. Pendant ces temps, les journaux Les Phares mettent en lumière une autre facette de l'approche américaine, la transition vers une diplomatie économique axée sur l'investissement. Lors de la semaine minière à Lubumbashi, l'ambassadrice, américaine a confirmé l'administration Trump entend désormais abandonner les modèles d'aide au développement au profit d'un partenariat commercial égalitaire avec l'Afrique. Elle a dit « Nous voulons traiter les pays africains comme des partenaires égaux. » Gaëtan Kouba-Bouranzi. Enfin, Forum des As revient sur les défis structurels du climat des affaires. En RDC, les journaux rapportent que la diplomatie américaine a insisté sur l'importance du dialogue gouvernemental pour lever les barrières à l'investissement. Harcèlement fiscal, instabilité budgétaire, retenue excessive sur la TVA. Forum des As insiste également sur la volonté américaine de favoriser l'intégration économique régionale dans les Grands Lacs, en particulier dans l'exploitation des ressources naturelles et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Merci beaucoup Moïse Chamala pour toute cette lecture et présentation. Je vous en prie Gaëtan. Et merci à vous également pour avoir suivi ce journal. C'est par ici, vous l'aurez compris, qu'il va se refermer. L'actualité continue sur votre chaîne entre-temps.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.